Je suis très heureuse d'accueillir ce soir David Diop, prix Goncourt des lycéens 2018 et prix Goncourt de la Tunisie, également en 2019. Vous rentrez d'une tournée qui vous a mené à Kasserine, Nabeul et Sousse notamment, à la rencontre des étudiants et des futurs jurys du prochain concours. Je crois que vous y avez déjà de beaux souvenirs et ce sera l'occasion juste après de montrer quelques images de ce petit périple qui a été mené grâce à et accompagné par Claude Dupion, que je salue et que je remercie, et Rosanne Brice, attachée pour le livre et l'attachée de coopération éducative. Le projet du Goncourt, c'est un projet qui permet justement à deux équipes et deux services à l'Institut français de travailler main dans la main. Et voilà, c'est toujours de bonnes occasions de partage. Alors David Diop, vous êtes né à Paris, vous avez passé une partie de votre jeunesse au Sénégal, et puis vous êtes revenu en France faire des études. Depuis 1998, vous êtes maître de conférence, je crois, en littérature à l'Université de Pau. Et vous dirigez également un groupe de recherche sur les représentations européennes de l'Afrique au XVIIe et XVIIIe siècle, que vous avez créé, je crois, en 2009. Frères d'âme est paru en août 2018, c'était votre second roman. Il raconte l'histoire d'un tirailleur sénégalais durant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, qui assiste impuissant à la longue agonie de son ami d'enfance. C'est un roman poignant, plus que cela même, qui prend aux tripes, qui mêle d'une certaine manière la grande histoire et celle intime qui lie Alpha et Mademba, sont plus que frères. Une fiction qui avait donc figuré dans la sélection de plusieurs prix littéraires en 2018 et qui vous a valu le concours des lycéens. Pour en parler avec vous, c'est Athème Gourial, journaliste que je remercie de sa présence encore une fois. Merci Athème. Et cette séquence sera aussi introduite avec la belle voix que nous aimons retrouver régulièrement de Michel Gouftier qui nous dira quelques pages de Frères d'Armes. Avant ça, je voudrais aussi remercier la librairie El Kitab qui permet d'avoir le livre en vente à l'entrée de la salle, et puis saluer et remercier la présence de Wafa Gambel qui a accompagné de manière intense les lycéens qui ont participé au prix Goncourt cette année. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, rien. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a une rencontre, une signature qui aura lieu à la FNAC demain à 16h30. Donc, vous pouvez, à défaut d'avoir plus de monde ce soir, ce que je regrette évidemment infiniment, parce que le beau succès qu'a eu votre roman et le beau succès qu'a eu votre présence en région, on pouvait imaginer que ça puisse être le cas ici aussi. On a d'habitude plus de chance. On est un vendredi soir, c'est vrai que c'est plus difficile. Voilà. Donc j'espère, n'hésitez pas à faire passer le message que c'est l'occasion d'aller du coup à la FNAC demain à 16h30. Voilà. Je laisse la parole aux quelques images qui ont été préparées pour témoigner de cette déambulation tunisienne. Et puis ensuite, je passerai la parole à Athème Gourial. Merci encore de votre présence. Bonjour, je m'appelle David Diop, je suis l'auteur de Frères d'Armes. Là, je fais un tour de Tunisie. Je suis dans un petit bus qui m'amène à Nabeul. Hier, j'étais à Kasserine où j'ai reçu un accueil magnifique des lycéens de la ville. Il y avait plus de 200 lycéens et j'ai pu échanger avec eux pendant 2 heures à peu près et c'était extraordinaire.
Diop, ainsi que Madame Claudie Bian, Roiselle Aubry, Wafel Roubel et Salah Bouslema. À cette occasion, un débat sera animé par les élèves de 4 établissements secondaires de la région, lycée Boudéna, lycée Pilote, lycée Le Samedi et lycée Bruel, autour de l'œuvre Frère d'un prix concours 2010. Merci à vous tous de vous être déplacés. Donc ici, il y a 4 lycées qui sont ici pour qu'on échange. Et l'oratrice a bien dit que ce serait dans un esprit de fraternité, d'amabilité, toute chose et d'hospitalité, toute chose que j'apprécie depuis que j'arrive. Je suis là en Tunisie et depuis que je vous ai rejoint. Et je suis très sensible à ce marque d'hospitalité parce que je suis écrivain français, mais d'origine africaine. Et l'Afrique, c'est l'hospitalité. C'est l'amitié pour le voyageur qui vient. Et je suis très sensible aussi au fait qu'en face de moi, j'ai des jeunes lecteurs. En France, j'ai gagné le concours, enfin le prix concours des lycéens. Surtout ce prix, c'est pour moi l'échange. Donc je vous remercie. Le point de vue, alors, célèbre le nom de l'histoire à travers plusieurs cris. Peu traduistifs pour lui. Sont-ils aussi des cris de l'auteur, disait M. David? Alors, c'est paradoxalement un cri silencieux. C'est un cri intérieur parce que le personnage d'Alpha Ndiaye, en fait, il fait irruption dans ses pensées et donc on rentre dans un monde intérieur. Et en fait, lui, à l'extérieur, il sourit. Il sourit tout le temps. Mais à l'intérieur, évidemment, il y a ce grand cri et ce grand bruit de la guerre qui le perturbe. Tous les témoignages des soldats de la Première Guerre mondiale reviennent souvent sur le bruit de la guerre. C'est un fracas qui est extraordinairement assourdissant. Quand j'écris, je ne me soucie pas des lecteurs. C'est-à-dire il y a une forme d'égoïsme en fait dans l'écriture. On écrit pour soi d'abord. Et donc c'est. Après, évidemment, le lecteur s'empare du texte, mais au départ, je ne pense pas à le lecteur. J'ai peur de rien. Je n'ai pas peur de plaire ou de déplaire. Ce qui m'intéresse, c'est que ce que j'écris coïncide le plus précisément possible avec ce que je ressens et ce que j'ai envie d'écrire. Voilà. Si j'ai choisi de prendre un point de vue intérieur sur les pensées du personnage, c'est pour éviter justement la barrière du manque. Je ne voulais pas écrire un roman historique en faisant parler ce tirailleur sénégalais dans un mauvais français. Et donc, aussi la technique consistant à faire irruption directement dans ses pensées, ça mérite cet exotisme-là. Et ce qui m'a impressionné, c'est que vous parlez Wolof, en fait, dans j'ai entendu le Benamion, ce qui signifie en effet la prochaine. S'engager dans une démonstration contre une représentation
apprécié. Et la rencontre, elle était très gratifiante. Côté, il y a eu cet échange entre l'auteur et le lecteur, ce qui est vraiment une occasion qui ne se présente pas tous les jours. Et on a aussi pu voir beaucoup de talent côté les projets des élèves et tout ça. C'est un échange mutuel, on va dire, de culture, de talent et surtout de l'amour de la littérature, de l'amour de la lecture, qui est une passion qui nous a tous réunis aujourd'hui. Et je voudrais vraiment remercier surtout les enseignants. Je crois que c'est tout donc, pour le film. Et on va écouter Michel Bouffier qui va nous lire 2 extraits, qui va faire un petit clin d'œil pour commencer. Oui. Bonsoir. Donc, le petit clin d'œil, c'est un clin d'œil un peu triste, parce que je voudrais rendre un bref hommage au grand poète Laurent Gaspard, qui vient de mourir le 9 octobre, à l'âge de 94 ans. D'origine hongroise, il était donc poète. Il a eu le prix Apollinaire et le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. Il était aussi chirurgien. Il a exercé 16 ans à l'hôpital de Jérusalem et puis 25 ans à l'hôpital Charles-Nicolle à Tunis. Il était historien, Palestine année 0 chez Maspero, traducteur en français et photographe. Je vais vous lire 2 courts poèmes de Laurent. Il se tient debout, face à la mer, les yeux fermés. On dirait depuis toujours, comme s'il attendait que telle une sève, la lumière monte, dont on ne sait quel fond. Comme s'il avait compris que les mots, que ni les mots, ni les rayons ne suffisent pour voir vraiment. Et puis un dernier qui correspond bien, me semble-t-il, à son départ, et qui s'appelle « Éteins la parole ». Éteins la parole, éteins la pensée, et va, vole, tombe, sans haut ni bas, aspiré, foulé dans les failles de l'air, entre courbures d'une mélodie que personne ne joue. Voilà. Maintenant, je vais vous lire 2 extraits du livre de David Diop, Frères d'âme. Le premier, c'est le jour où Madame Diop est mort. Ah, Madame Diop, mon plus que frère, a mis trop de temps à mourir. Ça a été très, très difficile. Ça n'en finissait pas. Du matin aux aurores, au soir, les tripes à l'air, le dedans, dehors. Comme un mouton dépecé par le boucher rituel après son sacrifice. Lui, Madame Ba, n'était pas encore mort, qu'il avait déjà le dedans du corps dehors. Pendant que les autres s'étaient réfugiés dans les plaies béantes de la terre qu'on appelle les tranchées, moi, je suis restée près de Madame Ba, allongée contre lui, ma main droite dans sa main gauche, à regarder le ciel, bleu, froid, sillonné de métal. 3 fois, il m'a demandé de l'achever. 3 fois, j'ai refusé. C'était avant de m'autoriser à tout penser. Si j'avais été alors, telle que je suis devenue aujourd'hui, je l'aurais tué. La première fois qu'il me l'a demandé, sa tête
tournée vers moi, sa main gauche dans ma main droite. Pas la vérité de Dieu. Si j'étais déjà devenu celui que je suis maintenant, je l'aurais égorgé comme un mouton de sacrifice, par amitié. Mais j'ai pensé à mon vieux père, à ma mère, à la voix intérieure qui ordonne, et je n'ai pas su couper le fil barbelé de ses souffrances. Je n'ai pas été humain avec Madame Ba, mon plus que frère, mon ami d'enfance. Par la vérité de Dieu, j'ai laissé Madame Ba pleurer comme un petit enfant la 3e fois qu'il me suppliait de l'achever, faisant sous lui, la main droite tâtonnant la terre pour rassembler ses boyaux éparpillés, gluants comme des couleuvres d'eau douce. Il m'a dit, par la grâce de Dieu et par celle de notre grand marabout, si tu es mon frère Alpha, si tu es vraiment celui que je pense, égorge-moi comme un mouton de sacrifice. Ne laisse pas le museau de la mort dévorer mon corps. Ne m'abandonne pas à toute cette saleté. Alpha Ndaye, Alpha, je t'en supplie, égorge-moi. Mais justement, parce qu'il m'a parlé de notre grand marabout, justement, pour ne pas contrevenir aux lois humaines, aux lois de nos ancêtres, je n'ai pas été humain. J'ai laissé Madame Ba, mon plus que frère, mon ami d'enfance, mourir, les yeux pleins de larmes, la main tremblante, occupée à chercher dans la boue du champ de bataille ses entrailles pour les ramener à son ventre ouvert. Ah, Madame Ba Diop, ce n'est que quand tu t'es éteint que j'ai vraiment commencé à penser. Ce n'est qu'à ta mort, au crépuscule, que j'ai compris que je n'écouterai plus la voix du devoir, la voix qui ordonne, la voix qui impose la voix. Mais c'était trop tard. Quand tu es mort, les mains enfin immobiles, enfin apaisées, enfin sauvées de la sale souffrance par ton dernier souffle, j'ai seulement pensé que je n'aurais pas dû attendre. J'ai compris trop tard, d'un souffle, que j'aurais dû t'égorger dès que tu me l'as demandé, alors que tu avais encore les yeux secs et la main gauche serrée dans la mienne. Le deuxième extrait que je vais vous lire, c'est Farid. Par la vérité de Dieu, dans le monde d'avant, moi je n'ai jamais voulu une autre que Farid Thiam. Farid n'était pas la plus belle fille de ma classe d'âge, mais c'était celle dont le sourire me remuait le cœur. Farid était très émouvante. Farid avait la voix douce, comme les clapotis du fleuve sillonnés par les pirogues dans les matins de pêche silencieuse. Le sourire de Farid était une aurore. Ses fesses aussi rebondies que les ducs de désert des Lampoules. Farid avait des yeux de biche et de lion à la fois, tantôt tornade de terre, tantôt océan de tranquillité. Elle m'a choisi une nuit d'hivernage. Avec ceux de ma classe d'âge, nous avions annoncé une nuit blanche, une veillée, une nuit sans sommeil, à essayer de briller par des mots d'esprit jusqu'à l'aurore dans la concession des parents de Madame Ba. Nous boirions du thé mort, nous mangerions des sucreries avec les jeunes filles de notre classe d'âge dans la cour de chez Madame Ba. Nous parlerions d'amour, à mots couverts. Nous avions étendu de grandes nattes sur le sable fin de la cour de chez Madame Ba. La nuit venue, nous avions posé 7 petites théières en émail rouge sur les berceaux incandescents de 7 petits fourneaux grésillant d'étincelles.
Nous avions mis nos plus belles chemises, les plus claires possibles, pour resplendir sous le clair de lune. Je n'avais pas de chemise avec des boutons. Madame Barre m'en avait donné une, trop petite pour moi. Mais je resplendissais malgré tout quand les 18 jeunes filles de notre classe d'âge ont fait leur entrée dans la concession de la famille de Madame Barre. Nous avions 16 années de vie et nous voulions tous Faritiyam, qui pourtant n'était pas la plus belle. Et Faritiyam m'a choisi entre tous. Dès qu'elle m'a aperçu, assis sur la natte, elle est venue s'asseoir en tailleur tout près de moi, au point de toucher ma cuisse droite avec sa cuisse gauche. Par la vérité de Dieu, j'ai cru que mon cœur allait me casser les côtes de l'intérieur, tellement il battait, battait, battait. Par la vérité de Dieu, dès ce moment, j'ai su ce qu'était être heureux. Aucune joie plus grande que celle donnée par Farid quand elle m'a choisi sous la lumière brillante de la lune. Nous avions 16 années de vie et nous voulions rire. Et moi, je me sentais comme le roi de toute la terre parce que Farid m'avait choisi et pas un autre. Merci beaucoup Michel Bouftier. Donc nous allons commencer notre rencontre aujourd'hui et je crois que la meilleure manière de la commencer sera de donner la parole à quelques-unes des jurés de ce prix des lycéens ici. Alors nous allons commencer par Myriam, ensuite nous écouterons Nour, puis Lauré, puis Akia. Voilà. Et installez-vous, s'il vous plaît, vous avez un micro, voilà, avec Myriam. Bonsoir, on est des élèves du lycée Pierre Mendès France et on a participé au prix Goncourt l'année dernière. Alors, à la lecture de votre livre, on a fait plusieurs séances de débat et on a constaté que chacun avait eu des lectures très diverses de votre roman, qu'on avait eu des approches très différentes. Et finalement, votre livre a fait l'unanimité au sein de notre lycée. Et on a donc voté pour lui pour le prix Goncourt des lycéens. Et on a remarqué, il y a des choses qui nous ont vraiment, on a vraiment remarqué et retenu. Mis à part le langage assez cru et difficile, la lecture elle a été dure pour certains d'entre nous. On a remarqué... on a retenu les répétitions tout au long du roman et elles ont pu paraître pesantes à la lecture au début, mais à la fin du livre, quand on a fini de le lire, on a pu vraiment constater quelque chose. Bonsoir. Donc pour compléter pour les répétitions, nous avons aussi pu remarquer que les répétitions elles témoignaient de la mémoire traumatisée d'Alpha. Et donc, en fait, ça témoignait de toute sa peine. C'est sa conscience qui parlait, sa conscience qui était torturée. Et aussi, par exemple, le dilemme quand son frère est mort. Donc, tout ça, nous avons pu remarquer par ces répétitions. Et voilà. Lauré, c'est à vous. Oui, donc bonsoir. Donc pour compléter ce que mes camarades ont dit, je voudrais rajouter que quelque chose qui nous avait vraiment plu, c'était l'écriture du livre, la façon dont c'était écrit, c'était vraiment très subtil, c'était vraiment très poignant, on était très transportés par... il y avait une certaine émotion qui se dégageait dans le livre, et c'est aussi quelque chose qui nous a vraiment touchés, qui nous a poussés à choisir ce livre pour le prix Goncourt. Et aussi, je voudrais terminer par une question. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce livre? Très bien, on va y revenir dans un instant. On va écouter Alia, qui est derrière vous, qui est également dans le jury. Bonjour. Donc,
les émotions, moi j'ai surtout senti de la colère. D'abord la colère envers ceux qui guerroient, c'est-à-dire autant autant les ennemis que ceux dans le camp, mais aussi une colère envers son frère, envers Mademba qui est mort trop tôt, une colère envers son passé et enfin envers lui-même. Envers lui-même au sens où il est mort après lui, il n'est même pas mort. Durant tout le roman, on remarque qu'il a essayé de faire revivre son frère mort beaucoup trop tôt, en s'adressant à lui, en faisant comme si, et des fois c'était très confus quand je disais, je me disais, qui est-ce qui parle, pourquoi et tout, mais après, quand on y réfléchit, il a utilisé son corps et sa mémoire pour transporter l'âme, entre guillemets, de Mademba. Donc, voilà. Super, merci Aya. Et je voudrais quand même donner la parole à l'enfant Robert, parce que je suppose que ça a dû être un grand plaisir que d'être avec d'aussi brillantes jurés. Bonsoir. Alors toute l'aventure était extraordinaire pour moi. C'est d'abord une aventure humaine, ensuite littéraire aussi, parce que ça m'a permis à moi-même de découvrir David Diop, que je ne connaissais pas, et là je me fais une joie de l'avoir connu de près, c'est génial. Ensuite, par rapport aux élèves, c'était aussi extraordinaire d'être allé à la rencontre des élèves un peu partout en Tunisie. Donc on est allé à Kasserine, à Sédiana, à Sidi Bouzid, et puis aux écoles françaises en Tunisie. Là, on est retourné avec David donc on est allé à Kasserine, où on a rencontré également les élèves de 3 lycées, et puis on est allé à Nabeul, à Sousse, à l'Institut français de Sousse. À Nabeul, je ne sais pas si j'ai raté une étape, mais c'était un véritable voyage, aussi bien littéraire qu'humain, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mes impressions concernant le livre, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis les élèves, ils nous ont impressionnés, c'est ça ce que j'allais oublier de dire. D'abord il y a un accueil, il a dit lui-même, c'était un accueil princier qu'on lui avait réservé. On avait les larmes aux yeux, on pleurait, on était là, on ne savait pas s'il fallait passer derrière lui comme un demi-dieu qui traversait la foule. C'était vraiment extraordinaire, du jamais vu pour moi en tout cas. Et puis il y avait des questions d'une qualité extraordinaire. Il y avait des mises en scène, il y avait de la musique, il y avait des tableaux, et ils ont peint le portrait de David. C'était vraiment surprenant. Toute cette activité littéraire, artistique, humaine qui s'est créée autour de David. Et voilà, je ne regrette vraiment pas d'avoir vécu cette expérience grâce à l'Institut français, qui m'a donné cette chance de présider le concours Choix de la Tunisie, et puis grâce à tout ce beau monde qui a mené l'aventure avec moi, et bien sûr la cerise sur les gâteaux, c'était la présence de David parmi nous à la fin de cette aventure. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Alors, vous avez déjà une question qui est directe. Comment est-ce que c'est venu? Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre à vos questions, remercier Michel pour sa lecture. Il faut appuyer un bouton. Oui. Là, ça va mieux. Voilà. Donc, je disais que je voulais vous remercier, Michel, pour votre lecture qui était extrêmement émouvante. Chaque lecture ajoute une couche de sens au texte et est une interprétation. Et j'étais extrêmement impressionné par le passage des pleurs au sourire. Et quand vous évoquiez la main de Mademba et d'Alpha qui se tenait, vous faisiez le geste. Donc, c'est vraiment une interprétation et une très très belle lecture. Et je vous remercie. Alors pour répondre à votre question,
je dirais que ce qui m'a engagé à écrire Frères d'âme, c'est une émotion de lecteur. J'ai lu des lettres de soldats poilus, des soldats de la métropole, et je me suis demandé si je n'irais pas, enfin, je me suis demandé assez rapidement s'il y avait des lettres de tirailleurs, et le projet initial, c'était d'écrire une lettre fictive d'un tirailleur qui raconterait son parcours à la guerre. Et puis j'ai eu envie que ce narrateur soit un paysan qui viendrait d'Afrique, de ses champs, de ses forêts, de sa brousse, et qui donc serait un vrai agriculteur dans le fond, et qui tomberait dans une guerre industrielle. Et donc, je me suis dit, pas possible de lui faire écrire une lettre. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme une sorte d'introspection, ou en tout cas de rapport d'un flux de conscience du personnage, où le lecteur et moi d'abord ferions irruption et pourrions voir et entendre ce qu'il pense sans filtre. Donc le point de départ, c'est lecture de lettres. Merci beaucoup. Donc voilà une réponse satisfaite. On aura l'occasion de discuter. Très prosaïquement, je voudrais demander si quelqu'un est le propriétaire de ce gilet que j'ai trouvé par terre dans l'allée. Voilà, comme ça, le propriétaire le récupérera. Voilà, je le dépose ici. Et puis, je voudrais présenter David Diop d'une manière différente de celle que j'utilise d'habitude. Alors, je voudrais lui dire tu nous as éblouis, prince qui a pu vaincre le sorcier lion. Nous t'avons tant attendu et nous sommes aujourd'hui près de toi pour parler de ce que tu as écrit et de ce qui nous a doublement éblouis. Parce que en toi, je salue le prince de la plume, mais je salue également celui qui a pu dompter la conscience et celui qui a su, à partir d'un corps inanimé, refaire vivre toutes les réalités d'une grande guerre qui était une grande boucherie. Tu as su trouver les mots et tu nous as dit les mots, et c'est pour cela que nous t'accueillons avec toute la pompe qu'il faut. Et j'ai voulu le faire, cette introduction, à la manière des griots, parce que je vous considère aujourd'hui comme un prince, mais comme un griot également, parce que ce livre est écrit véritablement comme un griot réciterait son histoire. Et je crois que c'est extraordinaire d'avoir pu restituer ce souffle, y compris par les interjections, par les imprécations, par les appels aux dieux qui vous regardent, aux dieux qui vous écoutent. Et véritablement, vous m'avez fait rentrer dans cet univers-là, et j'ai retrouvé les griots, et j'ai retrouvé aussi un peu de l'âme de Senghor. Le Senghor des hosties noires, notamment, lorsqu'il racontait, et après également les lettres d'hivernage, lorsqu'il racontait tous ces tirailleurs sénégalais, et qu'il trouvait les mots justes, les mots parfois en wolof, et également les situations exactes, et qui nous faisait entrer lui aussi dans ce monde des griots. Ce livre, ça a été pour moi un éblouissement parce que j'aime beaucoup Senghor. Mais à côté de cela, j'ai pu, dans le procédé littéraire, retrouver certaines traces. Bien entendu, ça va être une lecture différente de vous quatre que nous venons d'écouter, mais les traces que j'ai retrouvées sont, à mon sens, très nervaliennes, même si elles ont été reproduites plus tard. Je me réfère à Sylvie de Gérard de Nerval, lorsqu'il part d'Ermenonville et qu'il arrive au château et que pendant tout le trajet, c'est sa conscience qui fait renaître par la rêverie l'univers disparu. Et lorsqu'il arrive au château, à la fin du parcours, à la fin de la translation, il s'est aussi déplacé dans le temps. Et je crois que cette manière dont vous écrivez, qui nous fait penser à Nerval, nous fait aussi penser à ceux qui ont succédé dans ce procédé littéraire à Nerval, notamment 3 grands écrivains français, que sont d'une part Samuel Beckett, et je me réfère précisément à Moleuil, où un être inanimé, un être qui ne bouge pas, comme notre personnage ici, récite finalement et nous donne, comme vous venez de le dire très justement, et je le cite, un flux de conscience. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce livre. Et bien entendu, comment ne pas penser à cette balle qui circule, et dans le moment où la balle finit par percuter sa cible, c'est Robbe-Grillet qui nous raconte tout un roman. Et là aussi, c'est un procédé qui revient avec votre technique très particulière, et je voudrais aussi citer dans
le même esprit, la modification de Butor, que notre ami Monstre Brechel, qui est là, connaît bien, et même de très près, et dans cette modification et cette translation par train, c'est aussi une conscience et ce flux de conscience qui arrive. Alors donc c'est cette lecture-là, celle de Senghor, et aussi celle du cinéma qui s'est imposée à moi. Alors je ne sais pas, vous avez dû voir beaucoup de films de guerre à un moment donné pour retrouver cette atmosphère, non seulement des poilus, mais peut-être cette atmosphère d'Apocalypse Now ou encore de Platoon, auquel j'ai pensé immédiatement en retrouvant certains passages dans votre livre qui était un passage d'une cruauté extraordinaire, c'est-à-dire extraordinaire au sens étymologique du terme. Donc c'est comme ça que je voulais entrer dans ce livre, et c'est de cette manière que je voulais dire que personnellement, depuis quelques semaines, et grâce à l'Institut français, je baigne dans l'africanité plurielle de la nouvelle littérature française. Et j'en suis très heureux d'ailleurs, parce que moi-même ça m'a rafraîchi, et je ne m'attendais pas, en ouvrant le livre, les titres, j'ai beaucoup aimé, Frères d'âme, et ça m'a renvoyé à une chanson de Dire Straits, que vous connaissez peut-être, Brother in Arms. Et c'est vrai, hein, j'avais pensé à ça un peu, je pense que vous y avez un peu pensé aussi, mais maintenant que vous le dites, j'y pense. Comme j'aime beaucoup cette chanson-là. Oui, et beaucoup Joseph Conrad. Conrad également. Et beaucoup Samuel Beckett. Et Senghor, c'est magnifique. Oui, mais en même temps, vous voyez, comme vous le disiez, chaque lecteur a sa lecture et s'approprie le livre finalement. Et moi, c'était ma manière de m'approprier le livre. Bien entendu, je pourrais parler des mains coupées, parce que cette séquence des mains coupées, elle est d'une puissance extraordinaire, et elle revient, parce que le chiffre 7, les 7 mains, le personnage qui est en train de remuer sa mémoire, qui retrouve les dessins du docteur François. Et ça aussi, c'est un moment extraordinaire, parce qu'on pense à ce qui est en train de se passer dans sa conscience. Et puis c'est « Où suis-je ? Je crois savoir qui je suis ». Et le personnage qui revient à lui-même, comme s'il était inanimé et qu'il se retrouve dans la vérité. Et donc, c'est tout cela que je voudrais dire, et puis cet épisode final du sorcier-lion et de la flèche, et ce conte que vous nous racontez. Je ne voudrais pas parler beaucoup, mais je voudrais peut-être démarrer cette discussion, avec tout le monde bien entendu, par cette phrase que vous répétez, « J'ai été inhumain ». Alors, merci monsieur pour votre introduction et votre commentaire de Frères d'âme. Je me suis retrouvé vraiment à plusieurs reprises dans les citations que vous avez faites. Samuel Beckett, c'est un auteur très important. Nerval, Sylvie, évidemment, ce voyage que vous avez évoqué, qui passe par un voyage intérieur en même temps qu'un voyage physique. Vraiment, j'ai senti une communauté d'âmes. Je suis donc très heureux de vous entendre parler et introduire Frères d'âme comme vous l'avez fait. Oui, l'humanité. Il y a un autre texte qui m'a vraiment impressionné et beaucoup frappé, c'est Le voyage au bout de la nuit de Céline. Et il y a des passages, en effet, de Frères d'âme qui sont imprégnés par certaines images, certaines situations de ces deux personnages un peu loufoques sur un chemin que j'ai ouvert, et vous l'avez dit, et vous l'avez lu, Michel, sur la mort d'un ami, d'un plus que frère, que le personnage principal n'a pas su tuer. Mais s'il l'avait tué, il aurait souffert de la même culpabilité. Donc c'était ouvrir le roman sur une impasse. Et cette ouverture sur une impasse, sur un choix impossible, je l'ai volontairement organisé pour pousser le lecteur, ou conduire le lecteur à se demander où commence l'humain et où commence l'inhumain. La guerre, en fait, et j'arrive à cette conclusion en passant peut-être au-dessus de quelques étapes, c'est la guerre qui est inhumaine, et les hommes ne le sont pas. Les soldats ne sont pas inhumains, c'est la guerre qui les plonge dans une situation où ils deviennent sauvages ou inhumains. Donc voilà, cette question-là, elle est en effet au cœur du roman. C'est une interrogation sur l'homme, je pense, dans des situations limites. À côté de cette inhumanité, dans la boue des tranchées, on assiste et on voit la naissance de fleurs d'humanité et de fraternité. C'est très paradoxal, mais c'est très humain. Tout à fait. Alors, je voudrais revenir à la fin du roman, lorsque vous racontez cette histoire du prince qui est sorti de nulle part pour épouser la fille du roi, qui s'avère être très capricieuse, et en même temps, toute cette histoire finit par la flèche au cœur
du sorcier lion. En fait, c'est un conte qui intervient et qui instille une touche magique alors que nous étions en pleine panique. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce conte, il faut le lire rétroactivement par rapport à tout le roman? Alors, tout est possible. Mon éditeur italien, qui s'appelle Giuseppe Rossi, lui m'a écrit une lettre dans laquelle il me dit « Pour moi, l'homme sans cicatrice symbolise la non-histoire, l'impossibilité d'une histoire, puisque la cicatrice, c'est la marque de l'histoire. » Et donc, ce conte-là, on peut le lire comme une clé d'entrée, c'est tout à fait possible, mais au moment où j'écrivais, mon objectif, c'était de donner à un personnage qui émerge du royaume des morts l'occasion de se rendre compte que, eh bien, il était là à un moment où il n'aurait pas dû être, c'est-à-dire au moment où Fari et Alpha se rejoignent dans la brousse avant la guerre, avant le départ à la guerre d'Alpha. C'est un conte qui m'a été raconté par mon oncle. Et c'est un conte, en fait, que j'ai adapté à l'histoire, au récit, pour lui faire signifier quelque chose comme une sorte de prise de conscience par un personnage qui est censé être mort, disparu, qui pouvait renaître. Et cette prise de conscience, c'est une sorte de résurrection. Mais par le récit, par le conte. C'est dans ce sens-là que je l'ai lu. Et la flèche au cœur du sorcier lion, eh bien, c'est aussi peut-être une métaphore de cette mort qui est toute proche de l'amour, hein, Eros et Thanatos. Tout à fait, et Alpha se souvient en fait que cette histoire, il avait écouté avant de partir à la guerre. C'est ça qui bouleverse un peu les codes, et puis vous nous lancez désormais lui et moi suis lui. Et on se demande à la fin, est-ce qu'Alpha était vraiment Alpha? Enfin, on peut vaciller en tant que lecteur à un certain moment. Mais les clés d'entrée, puisqu'on pourrait en parler, ceux qui n'ont pas encore lu le roman vont découvrir 3 exergues. Et les 3 exergues nous donnent autant de clés d'entrée, surtout celle du cheikh Hamid Khan que vous citez. Je vais relire la citation. « Je suis 2 voix simultanées, l'une s'éloigne et l'autre croît, dans le sens de croître, de grandir. » Et puis, vous citez également Montaigne, « Nous nous embrassions par nos noms. » Et puis, vous citez Pascal Quignard, qui pense trahi. Tout cela n'est pas gratuit. Et d'autre part, vous dédiez l'ouvrage de votre épouse à vos parents en insistant sur le terme métissé. C'est le terme qui a retenu mon attention dans cette dédicace que vous faites à l'entrée du livre. Alors faites-nous entrer avec ces clés-là. D'accord. Alors je commence par Montaigne. Évidemment, cette phrase est citée, est extraite du chapitre de l'amitié, des essais, hein, où Montaigne écrit à propos de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais je ne voulais pas citer cette phrase. Je trouvais que la phrase qui avait le plus de sens pour moi, qui voulait justement jouer sur cet échange de noms, c'était « nous nous embrassions par nos noms ». S'embrasser, c'est se tenir dans les bras l'un de l'autre, c'est se serrer, c'est pour essayer de ne faire qu'un. Et je voulais que cette phrase soit en fait une sorte de clé de lecture aussi du roman. Pascal Quignard, qui pense trahir, c'est une phrase qui est tirée d'un texte que j'ai adoré qui s'appelle « Mourir de penser », où pour aller très vite, Pascal Quignard dit que la pensée isole. Elle isole celui qui pense de la communauté. Et donc il fait un essai magnifique sur cette idée-là. Et en effet, Alpha Ndiaye s'isole. Sa folie aussi, elle vient du fait qu'il s'isole. Dans les sociétés holistes, dans les sociétés traditionnelles, le méchant est solitaire. Pour citer Diderot, qui ne parlait pas de Rousseau, mais Rousseau était en fait schizophrène et il pensait qu'on parlait de lui. Hein. Diderot parlait de lui. Mais c'est ça, c'est l'idée que, en fait, la pensée isole,
du groupe, de la communauté. Ça ne veut pas dire que dans la communauté on ne pense pas, mais Alpha pense et se sépare. Et cette situation-là me paraissait parfaite pour signifier cette idée-là. Je suis deux voix simultanées, cher Lucas, l'une qui s'en va et l'autre qui croit. Là aussi, c'est une clé de lecture de la fin. Et la jeune lycéenne qui a posé la question sur la fin du roman tout à l'heure, mademoiselle, hein, elle a bien compris qu'il fallait se demander qui parlait. Hein, et si, dans le fond, ce n'était pas, et c'est une remarque sur laquelle je rebondis, hein, qui a été la vôtre, on peut se demander qui parle, si ce n'est pas Madame Lagueule. Et cette lecture-là, cette lecture que vous avez faite, elle a été faite aussi par un lycéen en France qui m'a complètement frappé en me disant « mais et si c'était l'autre depuis le début ?» Et je dois vous avouer que je n'y avais pas pensé. C'est-à-dire que l'écriture, il y a une intentionnalité dans l'écriture, mais on est toujours dépassé par sa propre écriture. Et c'est les lecteurs qui vous rendent du sens que vous avez pressenti, mais que vous n'aviez pas imaginé ou objectivé, on va dire. Et donc c'est cette dualité qui apparaît dans la citation de Cher Lucas, qui est aussi un moyen, une clé de lecture aussi. Donc, après, poursuivre votre question, j'ai dédié Frères d'âme à mon épouse, à mes enfants, et à mes parents, passeurs de vie métisse. Parce qu'en effet, mes parents, qui appartiennent à deux cultures différentes, eh bien, m'ont élevé dans la conciliation des cultures. Pas dans la réconciliation, puisqu'il n'y avait pas d'antagonisme, mais dans la conciliation des deux cultures. Et je sens que j'ai deux sensibilités culturelles. Et ces deux sensibilités culturelles, elles se donnent à lire dans ce que j'écris. Et voilà ce que je peux dire sur cet exergue-là, cet hommage rendu à mes parents passeurs de vie métisse. Très bien, à vous écouter, on a envie de lire votre premier roman, qui est paru chez l'Harmattan en 2012, qui s'intitule L'attraction universelle, que je ne connais pas. Et est-ce que vous étiez déjà dans ce rythme-là? Alors, je n'ose pas vous dire de ne pas le lire. Mais je le dis quand même, ce qui est une forme de rhétorique assez habituelle. Je vais vous dire les choses très franchement. Alors ce roman, c'est un roman que je situe encore une fois dans l'histoire de l'Empire colonial français. C'est l'histoire d'une petite délégation de Saint-Lusien qui vient pour l'exposition universelle de 1889 organisée par la France à Paris pour fêter le centenaire de la Révolution française. Et alors, cette délégation qui arrive, eh bien, elle est reçue d'une façon qu'elle n'imaginait pas. Donc voilà l'idée du livre. Mais ce que je veux dire à propos de l'écriture de ce livre, c'est que j'ai mis un temps trop long à l'écrire. C'est-à-dire qu'il a été traversé par plusieurs étapes et périodes dans ma vie qui ont fait que j'ai perdu, je pense, le fil artistique et le fil esthétique que j'aurais dû suivre pour ce livre. Donc, il a été lu par des gens dont je connais l'âge, le prénom, le nom, des proches. Et je pense que c'est bien comme ça. Mais sans ce livre-là, je n'aurais pas écrit. Comme j'ai écrit Frères d'âme. Donc c'est aussi un livre où j'apprends à écrire. Et où j'apprends, par exemple, à préférer écrire manuscritement que sur l'ordinateur. Parce que je me rends compte que les passages que je tape sur l'ordinateur, eh bien, ne me conviennent pas aussi bien que ce que j'écris manuscritement. Merci de l'avoir dit. Je souffre également. Je vous épargne une lecture, en fait. Excellent. Mais en même temps, bon, la question est très classique. Il m'en reste deux, et puis on va passer à toutes vos questions. Sur quoi vous travaillez? Académique en ce moment ou plutôt littéraire? Alors, ni l'un ni l'autre. Je suis, de ce point de vue-là, au chômage. Hein. C'est-à-dire que je suis, d'un point de vue académique, je viens de publier un livre qui a été publié au mois de mai 2018,
sur les récits de voyage au XVIIIe siècle et la place des Africains, des discours africains dans les récits de voyage. Et puis là, je parle sans cesse de Frères d'âme, et pour entamer un autre travail, pas académique, mais un autre travail littéraire, on va dire, une autre écriture, il faut que je fasse le deuil de Frères d'âme. Et vous le ressuscitez chaque fois que vous en parlez, et chaque fois qu'une question m'est posée. Et je suis très heureux de cela. Mais j'attends d'être dans une situation différente, plus calme chez moi, pour m'attaquer à un autre projet. Très bien, alors ma dernière question, en fait, les corps sont déchiquetés dans ce livre, ils sont inanimés, le flux de conscience qui est en train de nous parvenir est un flux qui est chaotique parfois, qui est assez violent d'autres fois, mais vous parvenez à avoir quelques oasis avec le désir de Fari, et également Mademoiselle François et la fameuse entaille, la joie du corps, l'extase du corps, c'est également dans ce roman. Oui, c'est un roman où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question d'Eros et de Thanatos. C'est un roman aussi où j'évoque la jeunesse qui découvre l'amitié, l'amour. Et c'est un roman où certaines métaphores, notamment qui renvoient à la féminité, renvoient à la vie, mais une vie ici qui est comme combattue par la violence de la guerre. Le corps, donc, les corps sont en effet offerts à la fois à la violence, à l'extase, ou s'offrent à l'extase et sont affligés par une grande violence. Et ce qui m'a frappé en lisant beaucoup de textes d'auteurs comme par exemple Blaise Cendrars, c'est de découvrir dans Blaise Cendrars, dans La main coupée, parce que Blaise Cendrars, c'est ce grand écrivain qui est passé de la main droite à la main gauche pour écrire, à cause d'un éclat d'obus. C'est justement ce chapitre qui s'intitule Le lys rouge, où on voit tout à coup, alors que les soldats, son groupe de soldats est tranquille, enfin, un peu au milieu de l'été, dans un champ de coquelicots, et bien tout à coup, il y a une main coupée au niveau du coude qui tombe au milieu d'eux. Et pour moi, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui sacrifie les corps. Quand vous regardez le tableau d'Autoditz aussi, qui renvoie à ces panneaux que vous connaissez peut-être, qui montrent ces soldats qui vont sur le champ de bataille, ensuite ce champ de bataille où la boue est mélangée au sang et aux entrailles des combattants, et puis le dernier triptyque du panneau à droite, à la fin du récit, en fait, vous voyez une sorte de représentation d'Autoditz qui soutient un de ses amis. Vous vous rendez compte que cette guerre industrielle a déchiqueté les corps. Et j'ai un ami historien, enfin non, c'est pas un ami, mais à force de le lire, on a l'impression que c'est un ami, parce que cet ami, par livre, explique qu'à la Première Guerre mondiale, en 1919, après le premier 14 juillet qui a été fêté, non pas pour fêter la victoire, mais je pense tout simplement pour fêter la fin de la boucherie, pour vous citer, eh bien, il dit, d'abord on fait passer les éclopés, ensuite les soldats valides, et il dit, si on avait fait passer sur les Champs-Élysées tous ceux qui étaient morts, le défilé des défilés du 14 juillet aurait duré 12 jours et 12 nuits. Et cette phrase-là me fait voir une cohorte de fantômes qui défilent sur les Champs-Élysées. Et ces fantômes, évidemment, ne sont pas entiers. Ce sont des fantômes morcelés. Et c'est une guerre qui morcelle les corps. Merci beaucoup. Alors on va essayer d'ouvrir un peu la discussion. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait intervenir. Sinon, le temps que quelqu'un intervienne, là vous me faites penser à un livre qui est peu connu, qui s'intitule Un souvenir de Solferino, qui a été écrit par Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Et en fait, il s'est retrouvé sur un champ de bataille où c'était ce que vous vouliez écrire. Et du coup, il a écrit, il a fondé la Croix-Rouge. Du coup, ça a été tellement un choc pour lui, il raconte ce choc dans son livre. Et puis, un bouquin, ça m'arrive là à l'instant, c'est un livre que j'ai lu, j'étais lycéen, La peur, je crois, de Georges Bataille. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La peur de Georges Bataille. C'est un vieux souvenir d'enfance que je l'ai en poche. Alors, quelqu'un voudrait-il intervenir? Moi, je oui.
Bonsoir, je suis Liliane Justy, je suis professeure de français et j'ai eu la chance de participer au concours Choix de la Tunisie avec mes élèves. Je voudrais juste revenir sur ces corps déchiquetés. Moi, c'était violent à lire, difficile à lire, mais je trouve que ce qui est peut-être encore plus effrayant, c'est pas seulement les corps qui sont déchiquetés, c'est aussi le psychisme, l'âme humaine, l'âme de Alpha, et donc ces blessures, morcellement de l'esprit, qui vont ensuite jusqu'à la folie, conduire jusqu'à la folie votre personnage. Et ça, j'ai trouvé que c'était remarquable aussi de tenir en haleine, de tenir jusqu'au bout ce défi, parce qu'au niveau de l'écriture, je trouve que c'est pas, ça me paraissait difficile justement d'arriver jusqu'au bout dans un style que, voilà, pour moi, ça m'a plutôt rappelé l'oralité. J'ai plutôt pensé à Kuruma, voilà, et donc ça a déjà été écrit, et en même temps il y a quelque chose de nouveau dans ce roman, voilà, c'est ce que je voulais dire, je trouve que la force de votre roman tient aussi à ce voyage dans la folie du personnage. Et alors, je ne peux pas trop parler de la fin parce qu'il y a des lecteurs qui n'ont pas encore lu. Enfin, la question de la relation avec Mademoiselle Françoise se pose. En tout cas, moi, je ne l'ai pas interprété comme une extase consentie de la part de Mademoiselle Françoise. Donc, c'est aussi extrêmement violent. Voilà, et j'ai pensé aussi, puisqu'on est dans les interférences littéraires et cinématographiques, j'ai pensé aussi à ce très beau film, Les Fragments d'Antonin. Je ne peux pas vous dire le réalisateur, mais c'est justement un film sur les blessures psychiques des soldats de 14-18, qui vont en plus être transmises de génération en génération. Voilà, je vous le conseille. En tout cas, merci pour ce roman. Merci pour votre intervention. Je vous avais déjà remarqué, parce que quand j'ai cité Montaigne, votre élève s'est tourné vers vous, donc vous en avez certainement parlé. Oui, je suis impressionné par l'histoire. Quand j'écris Frères d'âme, je prépare l'écriture du roman, et je me documente, je lis une thèse d'un historien qui s'appelle Marc Michel, et sur les tirailleurs sénégalais. Et dans cette thèse, il raconte qu'un bateau quitte Marseille pour Dakar, et que dans ce bateau, donc, il y a des soldats sains et saufs, il y a beaucoup d'estropiés, et puis surtout il y a 99 fous qui arrivent donc à Dakar et qui vont être répartis dans tout leur pays, parce que les tirailleurs sénégalais viennent de toute l'Afrique de l'Ouest, et ce tirailleur fou devient une figure littéraire. En Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de romans, on voit apparaître le tirailleur fou. On le voit chez Amadou Hampâté-Bâ, ce tirailleur fou qui persécute les enfants parce qu'il ne sait plus où il se trouve, dans quel monde il se trouve, il a perdu ses repères. Mais il y a aussi des images qui m'ont beaucoup frappé, celles de soldats, qui ont des images filmées, qui sont réputés à ce moment-là être des soldats qui refusent d'aller au combat et qui simulent la folie, et qui marchent nus, on les fait défiler nus, à moitié courbés parce qu'ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. En effet, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre où les bombes tombent sans arrêt et éclatent sur les têtes des combattants. Et j'ai été vraiment touché par ce spectacle de ces soldats qui finalement sont non seulement devenus fous, mais en même temps sont les victimes de l'incompréhension de ceux qui sont censés les soigner. Et donc, du coup, j'ai pensé à la figure d'un docteur, le docteur François,
qui, malgré l'obstacle de la langue, puisque Alpha Ndiaye ne parle pas le français, eh bien, arrive à faire dire, par une image, le récit de la vie ou de la fracture, en tout cas, en l'occurrence, ce soldat-là, Alpha Ndiaye, avant d'arriver en Europe, a une fracture, une fêlure intérieure. Et donc, c'est le dessin qui parle. Et c'est ça que j'ai trouvé, si vous voulez, comme un moyen, à la fois de dire la folie, de l'expliquer et de la représenter sous des traits qui ne sont pas en principe les siens. C'est les traits de l'amour, les traits de la mer, les traits de la vie. Voilà. Merci. Quelqu'un voudrait-il intervenir? Oui. Alors, j'arrive, c'est au fond. Juste introduire. Oui, bien sûr. Bonsoir. Alors moi, je vais juste introduire la personne qui va prendre la parole. Il s'appelle Mohamed Armel. Il va prendre la relève de Wafa pour le prochain concours. Et c'est un jeune écrivain tunisien qui a accepté de nous accompagner pour faire encore multiplier par 3 et 4, voire 4, le prix concours de la Tunisie. Et il nous a fait l'immense joie d'être là avec nous ce soir. Voilà. Merci. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'expérience limite. Alors, je voudrais vous poser une question. Comment vous concevez justement cette expérience limite et le rapport de l'écriture avec l'expérience limite? Alors, oui, en effet, l'expérience limite, c'est cette expérience qui nous amène à la frontière de la folie. En l'occurrence, dans Frères d'âme, le lecteur est conduit à partager la folie du personnage, mais parce que le lecteur fait irruption directement dans les pensées du personnage. C'est le point de vue narratif qui permet d'associer le lecteur comme un voyeur à cette expérience limite, ou cette expérience des limites, que ce soit de la folie ou de toute autre chose qu'on peut lire dans le début du roman, de cet extrait qui a été lu autour de cette violence luminaire. Mais ça ne veut pas dire que je partage cette expérience limite. C'est-à-dire que quand j'écris Frères d'âme, je suis ému, je veux reconduire une émotion que j'ai eue à la lecture des Lettres de Poilu. Par honnêteté, en situant la bataille en situant le roman dans une bataille qui a été extrêmement violente, je tiens à ce qu'il y ait une violence, non pas pour une violence en tant que telle, mais pour montrer comment ce personnage qui arrive d'Afrique a pu être choqué, a pu rencontrer des traumatismes. Donc je suis dans cette émotion d'une écriture où il y a une violence très grande, mais en même temps je suis dans une écriture qui essaie de se contrôler. C'est-à-dire que je suis moi-même un peu schizophrène. Je vois cette violence, je la raconte, mais en même temps je veux contrôler le rythme de l'écriture. Parce que pour moi, c'était extrêmement important de maintenir un certain rythme dans l'écriture. Vous avez parlé tout à l'heure d'Amadou Kourouma, c'est un de mes grands inspirateurs. Parce qu'Amadou Kourouma travaille la langue française pour lui donner un rythme qui laisse soupçonner au lecteur que derrière cette langue française, il y a une autre langue. En l'occurrence, pour Amadou Kourouma, c'est le malinké, pour moi, c'est plutôt le wolof. Et cette autre langue, eh bien, elle introduit dans le français un autre horizon culturel. Mais c'est un travail sur le rythme. Donc la situation limite, c'est ce qui est dit, mais en même temps, cette situation limite, je n'y plonge pas parce que je contrôle toujours le rythme de l'écriture pour conserver cette voix et sa spécificité et son originalité. Très bien. Alors je vais demander à Ofer Rebel peut-être de nous donner ses impressions également, et puis avec elle de synthétiser un peu.
Alors, tu vas écouter mes impressions pour la énième fois. Non, je voulais rebondir sur la question de l'expérience limite, parce que là, ces batailles, ça me parle trop. En effet, je parlais tout à l'heure à David de ce lien que j'ai ressenti entre son œuvre et l'œuvre de Georges Bataille, pas uniquement par rapport à l'expérience intérieure, qui est justement cette expérience limite qui permet le passage du possible à l'impossible, non pas en tant que contraire du possible, mais en tant qu'au-delà du possible, et également de la raison à la déraison, du savoir au non-savoir, qui n'est, une fois de plus, qui n'est pas le contraire du savoir, mais qui est l'au-delà du savoir. Quand on a atteint tout le savoir et que le savoir est tellement indicible, tellement insupportable, qu'il faudrait aller au-delà pour pouvoir continuer à mener un semblant de vie à la lisière de la mort. Donc là, l'expérience limite, pour moi, ça appelle ceci. Et puis ça m'a fait penser également, une fois de plus, à un texte de Bataille où il parle de la chaussure d'un soldat. Un beau texte, je ne me souviens pas du nom, mais je vais faire ma petite recherche, où il parle de l'expérience donc, de ce spectacle de la chaussure d'un soldat qui a explosé à la suite d'une explosion, si on peut dire, et de tout l'imaginaire, de la reconstruction de la vie de ce personnage à travers, c'est pas un personnage, hein, c'est une véritable personne, donc dont Bataille reconstruit également l'histoire, et ça m'a fait penser à ce lien, les mains coupées, puis le pied, ou alors la chaussure qui est quelque part une métonymie du pied, voilà. Sinon, je voulais parler également de la musicalité. Je ne parle pas de poésie ou de poéticité du livre, mais je parle de musicalité. Il y a vraiment une sorte de litanie qu'on peut lire, c'est comme une prière, une sorte d'alléluia en lisant donc ces répétitions que j'ai trouvé très agréables par ailleurs, parce que la demoiselle tout à l'heure parlait de quelque chose qu'elle trouvait lourd au départ et qu'elle arrivait à la fin à apprécier peut-être, ou elle arrivait à s'y habituer simplement. Moi j'ai trouvé au contraire ceci, contrairement au sujet qui est très cru, ça a amené c'est comme une berceuse, c'est comme une chanson qui endort l'esprit, comme une sorte de, c'est comme, comment dire, il y a une sorte d'endormissement, il y a comme une recherche à endormir le lecteur et à absorber son âme, comme il s'agit d'une histoire d'âme qui s'introduit à l'intérieur d'une autre âme, parce qu'il ne s'agit pas de frères d'âme uniquement, mais il s'agit peut-être d'âme incorporée à l'intérieur d'une autre âme. Donc il y aurait tellement de choses à dire à propos de ce livre magnifique, aussi bien par le fond que par la forme. J'ai également pensé à autre chose qui est universelle finalement. Les Tunisiens, qui allaient également qui allaient combattre également pour la France en Indochine, et j'entendais des histoires racontées par mon grand-père, les Tunisiens qui se coupaient les doigts ou qui se mettaient des remèdes dans les yeux pour perdre la vue, pour ne pas partir sur le front d'Indochine et pour échapper à la guerre, à cette guerre mortuaire, à cette boucherie de la Première Guerre mondiale. Et finalement, il y a une histoire commune qui n'est pas uniquement propre au Sénégal et qu'on pourrait retrouver un peu partout dans le monde, je suppose, pas uniquement en relation avec la France, mais il y a quelque chose d'universel dans le roman, et il suffit de gratter un peu pour trouver, pour que ça parle, pour qu'il y ait des échos à l'intérieur de chacun d'entre nous et entre les différentes histoires des petits pays donc, qui se font écho dans la grande histoire du monde. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question. Oui, j'arrive. Merci, Wafa. Est-ce que vous voulez... On écoute.
Merci, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque que je souhaite que vous me confirmez ou non. Je trouve que le choix du cadre temporel, que voilà, c'est la Première Guerre mondiale, c'est comme une sorte d'indignation contre cette France coloniale qui a mobilisé les indigènes de ces colonisations dans une guerre et pour une cause qui n'est pas la leur. Toutes ces victimes qui viennent de l'Afrique, par exemple, dans une guerre en Europe ou bien même en Afrique, qui a par la suite eu lieu en Afrique pour une cause qui n'est pas la leur. Je ne sais pas, est-ce que c'était votre intention en choisissant ce cadre temporel ou non? Alors, au départ, non. C'est-à-dire que, alors pour parler un peu de l'histoire de ma famille, ma mère, qui est française, a un grand-père qui a été poilu, soldat, et qui a été gazé à l'hypérite. Donc, qui n'est pas mort après la guerre, mais pas longtemps après la guerre, en tout cas qui est mort prématurément. Et la Première Guerre mondiale m'a toujours intéressé de ce point de vue-là, parce qu'il n'a jamais dit ce qu'il avait vécu. Il a toujours été silencieux sur ce qu'il avait vécu. D'ailleurs, je me suis dit qu'il avait pu rencontrer les tirailleurs sénégalais, lui, mais on ne le saura jamais. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai lu les lettres dont je vous ai parlé tout à l'heure, les lettres des poilus, j'étais très touché, parce que c'était des lettres qui me faisaient imaginer ce qu'il avait pu vivre d'une certaine manière ou rencontrer, mais je ne saurais jamais ce qu'il a vécu. Et j'ai écrit Frères d'âme en me posant la question de savoir s'il y avait des tirailleurs sénégalais qui avaient écrit des lettres. Et donc j'ai expliqué tout à l'heure que je voulais que mon personnage ne sache pas parler le français, mais le point de départ, c'est cet intérêt pour une guerre où un membre de ma famille, certes lointain, a eu une destinée que j'ignore. Alors évidemment, quand je m'intéresse aux tirailleurs sénégalais et que je mets en scène un tirailleur sénégalais, je ne peux pas manquer d'inscrire son histoire dans l'histoire de l'Empire colonial français. Et l'Empire colonial français, eh bien, avait prévu, bien avant le début de la guerre, de faire entrer ses troupes coloniales et les troupes noires dans la guerre, parce que, évidemment, elle estimait que ces troupes-là auraient une efficacité grande. Il y a un général qui s'appelle le général Charles Mangin qui, en 1910, a écrit « La force noire », et où il explique qu'en Afrique de l'Ouest, en effet, il y a des troupes martiales, il appelle ça des sociétés martiales, qui vont être très efficaces dans la guerre qu'on prévoit contre l'Allemagne. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur la façon dont ces tirailleurs arrivent à la guerre. Il y en a qui, évidemment, ne sont pas volontaires, il y en a beaucoup. Ce sont des gens qui sont recrutés au niveau des cercles et des commandements, et qui sont envoyés à la guerre malgré eux. Et puis vous avez des jeunes gens qui, comme partout dans le monde, quand ils ont une occasion de quitter leur pays pour voir le monde, même si c'est une guerre, ils y vont. Et d'ailleurs, il y a un certain cynisme dans la phrase d'un général qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu cette documentation qui a nourri Frères d'âme, qui est la suivante. Qu'ils soient blancs ou noirs, les jeunes gens aiment partir à la guerre en souriant. Cette phrase aussi m'a beaucoup frappé. Donc j'ai voulu, moi, que mes deux personnages soient des jeunes gens qui aillent volontairement à la guerre, comme il y en a eu beaucoup. Et parmi les tirailleurs sénégalais, il y a eu un certain nombre de tirailleurs qui sont partis volontairement à la guerre. Alors, évidemment, c'est un système d'exploitation, l'Empire colonial français, où on exploite à la fois les ressources minières, la richesse du sol, la richesse de la culture, mais où on exploite le matériel humain. Parce que la guerre, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui consomme beaucoup d'êtres humains. Et les tirailleurs sénégalais, qui sont réputés depuis 1910 être appartenant à des races martiales, donc de combattants, venant de toute l'Afrique de l'Ouest, sont intégrés. Mais cette force noire, du côté des Allemands, elle devient la honte noire, c'est-à-dire la Schwarzschande.
Et ce tirailleur sénégalais, qu'il soit allé à la guerre volontairement ou contraint, il se retrouve pris entre deux feux de préjugés. Celui qui l'a conduit à la guerre comme étant un soldat extraordinaire, vaillant, qui n'a pas peur de la mort, qui est un peu sauvage sur les bords et donc qui fait peur aux Allemands, et puis celui que les Allemands vont détester parce que, en tout cas, ceux qui habitent en Rhénanie ont été occupés jusqu'en 1920 par des tirailleurs sénégalais, qu'on avait mis là pour occuper la Rhénanie, mais pour humilier aussi les Allemands, parce qu'on dit, voilà, les Allemands qui avaient refusé que les tirailleurs sénégalais viennent sur une guerre européenne, c'est-à-dire une guerre entre clans, et qui l'avaient fait savoir, et qui avaient dit dans leurs journaux et dans leurs caricatures, voilà, la France, l'armée française s'est négrifiée, et elle a introduit la barbarie en Europe en faisant venir ces tirailleurs sénégalais. Eh bien, ces tirailleurs sénégalais, on les a mis aussi en Rhénanie pour humilier les Allemands, et ça aura de graves conséquences, puisqu'après, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Waffen-SS, souvent, quand ils arrivent en France en juin 1940, eh bien, ils tuent, sans autre forme de procès, tous les tirailleurs sénégalais qu'ils rencontrent, en souvenir de cela. Et on dit que Jean Moulin est entré en résistance parce qu'il a refusé de cautionner un procès verbal qu'on voulait lui faire signer, selon lequel des Français auraient été massacrés par des tirailleurs sénégalais, alors que c'était eux qui l'avaient fait. Et voilà pourquoi, en fait, il faut comprendre que cette question des tirailleurs sénégalais doit être intégrée dans une étude, une réflexion sur la place des Africains dans l'empire colonial français. Et ces deux épisodes de la guerre sont des manifestations aussi quand même d'une évolution des représentations des Africains et des tirailleurs sénégalais en France. Très bien, et d'ailleurs, les tirailleurs sénégalais ont laissé même une mémoire en Tunisie, puisqu'ils étaient stationnés ici dans des casernes françaises et étaient employés parfois pour la force contre les revendications nationalistes. Donc ils ont laissé une mémoire, et puis l'OFF fait bien de nous rappeler cette aventure du 4e régiment des tirailleurs tunisiens, qui est amplement documentée d'ailleurs par vos collègues au lycée PMF, qui ont réalisé des bouquins avec le soutien de l'Institut français, avec une iconographie magnifique qui montre la présence de ces soldats tunisiens pendant la Première Guerre mondiale, sous le drapeau français également. En tout cas, vous voyez, vous nous ouvrez des horizons maintenant historiques à partir de ce livre qui, vous le disiez tout à l'heure, non, vous le disiez Sophie, en fait, c'est l'histoire d'individus dans la grande histoire, et finalement, nous avons rejoint la grande histoire. Moi, je voudrais peut-être terminer en vous demandant une dernière question à propos de ce souffle de griot que vous avez dans le livre. En fait, c'est comme si vous parliez wolof, mais écriviez en français. Alors, je vais vous avouer les choses liées au wolof. Je parle le wolof, mais je serais incapable de l'écrire. C'est-à-dire que ma langue d'écrivain, c'est le français. Alors, il y a des auteurs comme Boubacar Boris Diop qui écrivent en wolof et qui décident d'écrire en wolof. Mais ils ont une maîtrise du wolof que je n'ai pas. Et ma langue d'écrivain, c'est le français. De réputation, c'est que c'est un grand écrivain sénégalais. Hein. Et du coup, moi, ce que j'ai voulu, en fait, c'est laisser soupçonner que derrière le français, il y avait une autre langue, donc le wolof, mais parler d'une façon très particulière. Comme en français, un avocat fait sa plaidoirie en faisant de grands gestes, mais aussi en rythmant son discours d'une certaine façon, là, j'ai voulu donner un rythme, enfin, j'ai voulu traduire un rythme de la langue wolof quand elle est parlée dans certaines situations, et notamment dans la situation du lutteur qui fait sa propre louange. Mais là, c'est une louange inversée, puisqu'il a un sentiment de culpabilité. Mais c'est ce rythme-là que j'entendais, parce que le sport traditionnel au Sénégal, c'est la lutte. Le sport national, c'est la lutte. Après, c'est le football. Et donc, il y a, avant les combats, chez les grands lutteurs, ce qu'on appelle le bakou, c'est-à-dire où le lutteur défie ses adversaires. D'ailleurs, souvent, c'est très drôle, parce que c'est moche pour ses adversaires.
Je vais traduire approximativement une phrase qui me frappe dans ces défis, c'est Massamba, petit lutteur, donc un lutteur s'adresse à un autre lutteur. Le cabri n'ose pas toucher la queue de la hyène. Sous-entendu, ne t'approche pas de moi, ça va mal se terminer pour toi. Donc il y a ces jeux de paroles et cette façon de se mettre en scène dans la profération de son discours. Et j'ai voulu retrouver ça dans le texte. Mais un lecteur qui n'est pas averti de ce phénomène culturel, il ne peut pas savoir ce qui m'a inspiré. C'est pour ça que je vous dis que parfois l'écriture a des effets sur des lecteurs qui ignorent une réalité culturelle, alors que celui qui a écrit avait cette musique et cette intention, et le résultat aboutit à quelque chose d'absolument différent. Donc il y a une intentionnalité dans l'écriture, mais elle n'explique pas tout. Très bien. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Ce n'est pas une intervention très longue. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous nous apportez. J'ai été très frappé par l'image du prince et du griot. Parce que j'ai connu le prince de la poésie sénégalaise, Senghor, il y a longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années. Et à cette occasion de rencontre de la poésie francophone, qui a eu lieu en France, il y avait Massang Maké Diabaté, qui était malien. Vous savez, nous sommes restés à la fois très proches les uns des autres, mais aussi on ne se connaît pas. Et avec Michel, je disais David Diop, mais c'est un poète sénégalais qui est né en 1907. Je ne vais pas mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui sont morts ne sont pas partis. Ils sont dans l'enfant qui crie, ils sont dans la femme, etc. Il serait né dans les années 1907, 1906, 1907. Et puis il y a eu ces références qui ont été faites à Nerval, qui est un des poètes quand même. La poésie n'a pas de frontières, bien qu'elle s'écrive dans une langue nationale, elle n'a pas de frontières. Elle peut s'écrire aussi, pour les francophones que nous sommes, en langue non octotone. Donc le fait d'avoir parlé de Nerval et du nouveau roman, j'ai été étonné que vous parliez de Céline. Parce que Céline, ce qu'il aurait fait avec le voyage au bout de la nuit, si on lui faisait lire Frères d'âme, il va passer 3 heures pour dire que la fraternité et l'éternité, parce que c'est là, il n'y a pas de mort, n'existe pas là où il mène son personnage principal de voyage au bout de la nuit. Ce qui n'empêche pas que Céline est un grand écrivain, que je relis personnellement, mais je ne suis pas toujours d'accord avec lui. J'ai beaucoup préféré des citations à Robbe-Grillet ou à... Non, Nerval c'était avant. À Robbe-Grillet, à Butor et à... Montaigne, Quignard. Non, pas Montaigne, ni Quignard. Emmanuel qui était irlandais, le grand écrivain. Avec elle. J'ai apprécié beaucoup ces références-là, si vous voulez, des références littéraires, plutôt que ces quand même. Mais je voulais terminer en disant qu'il y a 5 ans, maintenant, le prix Goncourt a été attribué à un romancier français du nom de Jacques-Pierre ou Jacques-Emmanuel. Ça s'appelle Au revoir là-haut. D'ailleurs, un metteur en scène français de cinéma, dont malheureusement je n'ai pas le nom, a fait un film. Pierre Lemaître, c'est Pierre Lemaître. Pierre Lemaître, voilà le nom exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de romans sur la Première Guerre mondiale. Les romans, je veux dire les romans où la guerre est présente, je ne vois pas, à part, il n'y a pas eu pratiquement, sur la guerre d'Algérie, il n'y a pas eu pratiquement de romans.
par exemple. Le seul qui a été à mesure écrit, c'est il y a 5 ou 6 ans maintenant, un roman qui s'appelle Des hommes, mais qui se passe dans le village. Oui, je voulais vous parler de votre nom, Diop. Donc, il y avait dans les années 60 justement un diplomate et poète sénégalais. Birago Diop. Diallo ou David? Birago Diop. Birago Diop. Il y avait deux frères, je crois, Diop, qui sont poètes. Alors, Birago Diop, en fait, a été le premier. L'un a trouvé l'amour dans un accident d'avion, oui, en partant de Tunis, ici. Alors, Birago Diop, c'est le premier ambassadeur du Sénégal en Tunisie. Voilà. Il était poète et il a rapporté son œuvre la plus connue, c'est les contes d'Amadou Koumba, c'est-à-dire qu'il est allé voir un traditionnaliste qui racontait des contes et il les a traduits en français, il les a réécrits en français. Et David Diop, donc c'est ce grand poète dont vous avez parlé, et qui est mort en 1960, en effet, au large de Dakar, donc voilà, dans des circonstances assez terribles. Je suis vraiment ému que vous citiez Massa Makan Diabaté. Je l'aime beaucoup. Oui, c'est un grand écrivain malien, mais en Afrique de l'Ouest, vous savez, il y a des castes. Et Massa Makan Diabaté est griot. Il appartient à la caste des griots. Il est griot, mais son oncle est griot. C'est comme vous, dans l'histoire du roman que vous avez écrit et recueilli au prix de votre oncle. Moi, j'ai assisté à en salon, mais je ne crois pas que c'était le Wolof, peut-être j'ai assisté à un récital du griot qui il voulait être, en disant qu'il s'est fait tout le temps à son grand-oncle. Oui. C'est-à-dire que c'est son grand-oncle qui l'a instruit. Et donc, il lui a appris ce qu'il fallait savoir en tant que Diabaté sur l'histoire du Mandingue. Et donc, il récite sur des centaines d'années l'histoire du royaume et de l'empire mandingue. Et notamment, l'histoire du mythe fondateur de l'empire du Mali, c'est l'histoire de Soundiata Keïta. Et ça, c'est Massa Makan Diabaté qui est mort malheureusement, et qui le raconte d'une façon extraordinaire. C'était le griot de Keïta. Le Keïta, c'était le roi. Oui, les Keïta, c'est les rois. Il y a une parenté à plaisanterie entre les Keïta et les sous-marins aussi. C'est-à-dire que même un roi peut se faire moquer par un sous-marin. Écoutez, moi je vais me permettre, si vous permettez vous-même, donc de lire mon éloge de David Diop. J'avais commencé tout à l'heure, hein, et cette fois-ci, je vais terminer, mais avec mes notes, parce que je ne vais pas improviser. Et ce sera le mot de la fin, je crois. Très bien. Mes yeux de lumière gorgée, que m'accompagnent Cora et Balafon, à l'ombre des muses noires et des tamariniers. Ici, je chante les masques de mes ancêtres à tête de lion. Ici, je danse parmi les totems dans la nuit mystique. Ici, retentit l'écho des poètes Diaghi et des griots Mapo. Dans la nuit fougueuse des voix héroïques, à l'ombre lunaire du fervent tumulte, je te salue, David Diop. Merci à vous tous et bravo les 4 lycéennes, hein, vous m'avez épaté.